Bonjour. Dans ce chapitre, je vais détailler dans quelques caractéristiques de la porosité et la perméabilité. Comme vous savez, la porosité est le volume de vide sur le volume total de la roche. Donc la question qui se pose, quels sont les facteurs qui contrôlent bien, qui influent sur la porosité? On a le premier facteur, c'est la forme des grains. La forme des grains influe considérablement sur la porosité. Si on a une roche qui se constitue par des grands grains, automatiquement on a une grande possibilité de bonne porosité. Si on a une roche qui est constituée par des grains et au voisinage de ces grains, aux alentours de ces grains, on a des particules de silt ou un hydride, donc la porosité diminue. Deuxième facteur, c'est le degré de cimentation. Automatiquement, c'est la roche, il est bien cimenté, donc ça va influer sur la porosité. S'il est mal cimenté, automatiquement, on a une porosité qui est meilleure de la première, puisque le volume du ciment automatiquement va occuper le vide, donc automatiquement va diminuer la porosité. La compaction. La compaction, si la roche elle est compactée, donc automatiquement on a le vide qui va diminuer. Donc les grains vont être très très proches, donc la porosité va diminuer. La porosité, elle est classée en deux. La porosité primaire et la porosité secondaire. La porosité primaire, si le vide créé dans la roche ou bien dans le réservoir au moment de diagenèse, c'est-à-dire au moment de la formation de la roche. La porosité secondaire, c'est le vide ou bien la porosité qui vient après, c'est-à-dire après la formation de la roche. Dans la porosité primaire, on distingue la porosité intercristalline et la porosité intergranulaire. La porosité intercristalline, c'est le vide qui a un diamètre inférieur à 0,02 mm. Pour la porosité intergranulaire, c'est le vide qui est supérieur à 0,5. C'est-à-dire, c'est un vide qui est entre les grains. Le premier, c'est un vide qui est entre les cristaux. Dans la porosité secondaire, on a la porosité solution. C'est-à-dire, c'est la porosité ou bien c'est le vide qui est créé dans la roche après circulation d'un fluide. Donc automatiquement, le fluide, si on a d'eau par exemple, qui est saturé par des ions, donc ces ions vont entrer avec des réactions avec les minéraux de la roche. Donc il y a un composé par exemple qui se forme et automatiquement il y a un vide qui se crée. On appelle ce vide, c'est la porosité solution. On continue avec un autre type de porosité secondaire, c'est la dolomitisation. La dolomitisation, c'est quoi? C'est le processus par lequel le calcaire se transforme en dolomie. Ce changement va créer un vide. Donc ce vide, c'est une porosité, on la considère comme une porosité secondaire. Le dernier type, c'est la porosité de fracture. Si le vide créé par une défaillance structurelle de la roche réservoir se fait de contraire, c'est une cassure par exemple. Donc, lorsqu'il y a une cassure, il y a un certain vide qui se crée, on l'appelle la porosité de fracture. Pour le développement d'un champ ou bien l'exploitation d'un réservoir, donc l'estimation du réserve est un paramètre très, très important. Donc, pour calculer les réserves, on applique la méthode volumétrique. Cette méthode, on l'utilise surtout lorsqu'on n'a pas des données suffisantes de production. C'est-à-dire,
au moment, par exemple, de l'exploration dans certains puits. Cette méthode elle est simple, donc vous regardez la formule. Donc AS c'est la surface du réservoir, H c'est l'épaisseur, phi la porosité, et SW c'est la saturation en eau irréductible. Pour calculer les réserves aux conditions de surface, c'est la même formule qu'on a utilisée pour déterminer les réserves au fond. Uniquement, on va la diviser sur le BO. Donc, on va passer sur l'unité d'écoulement. L'unité d'écoulement telle que définie par Banks est définie comme une partie cartographiable, c'est-à-dire partie du réservoir identifiable, à l'intérieur de laquelle les propriétés géologiques et pétrophysiques qui affectent l'écoulement du fluide sont cohérentes dans cette unité et différentes des propriétés des autres volumes de roches réservoirs. Donc, si par exemple j'ai une unité d'écoulement dans le puits X, donc par exemple cette unité elle est de profondeur X à Y, donc les propriétés géologiques et pétrophysiques qui affectent l'écoulement dans cet intervalle de X à Y sont cohérentes. Si je trouve la même unité, par exemple, on l'appelle unité 1, dans un autre puits, par exemple 2, donc l'unité en puits 2, les propriétés géologiques et pétrophysiques qui affectent l'écoulement de fluide dans le puits 2 sont presque les mêmes que dans le puits 1. Donc, qu'est-ce qui va impliquer cette définition? Il implique que l'unité d'écoulement, il est corrélable entre les puits. Deuxième chose, il est identifiable sur log. Donc, même si le log diagraphie, on peut la identifier et la connaître. Donc pratiquement, pour déterminer les unités d'écoulement, on va travailler avec la dernière équation, c'est-à-dire log RQI est égal à log phi z plus log FZI. C'est-à-dire on va tracer log RQI en fonction de log phi z. Tel que RQI est égal à 0,0314 racine la perméabilité sur la porosité effective. FZI est égal à RQI sur phi z, tel que phi z est égal à la porosité effective sur 1 moins la porosité effective. Donc, idéalement, sur un graphe log de RQI, en fonction de phi z, donne une ligne droite avec une pente unitaire. Donc ici, c'est un cas pratique. La méthode d'unité d'écoulement, elle est appliquée dans un réservoir carbolaté onérant. Donc, on a tracé, et ils ont tracé log RQI en fonction des z. Donc, on voit sur les deux, c'est une échelle logarithmique. Ils ont obtenu 3 unités. Donc, la première unité, les points sont en jaune. La deuxième unité, les points sont en rouge. Et la troisième unité, les points sont en bleu. Ils ont même fait des corrélations entre les points de chaque unité. Ils ont trouvé des coefficients de corrélation qui allant de 0,59 à 0,85 pour la deuxième unité. Donc, dans ce réservoir, on a distingué 3 unités.
Merci pour votre attention.